Mon invité occupe le 25e rang des personnes les plus influentes au Québec selon le palmarès de l'actualité en 2024. Vous l'avez peut-être connu à la commission Charbonneau avec son fameux claquement de doigts. Il a été élu dans la circonscription de Champlain en 2018 et depuis ce temps-là, son ascension et son pouvoir au gouvernement ne cessent de grandir. Elle est un poids lourd du gouvernement Legault et de la scène politique provinciale. On va aller voir ensemble ce qui se cache derrière la femme politique, Sonia Lebel. Sonia Lebel, bonjour. Bonjour. Sonia Lebel, les gens qui vous regardent à la télé, dans un mode politique, bon, la femme plus sérieuse, les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, on vous voit en skidoo, on vous voit chasser, pêcher. C'est qui la vraie Sonia Lebel? Bien, c'est les deux. C'est sûr que je suis arrivée dans l'œil public, je dirais, avec un rôle beaucoup plus sévère, beaucoup plus, je dirais, rigide, avec la commission Charbonneau. Et j'ai toujours eu un métier plus sévère, plus rigide comme procureur de la Couronne. C'est une fonction qui demande une certaine attitude, une certaine posture. Mais moi, j'ai besoin d'équilibre dans la vie. Fait que m'amuser, rire. J'ai beaucoup le sens de l'autodérision parce que je pense que... Est-ce que c'est une façon de contrebalancer le fait que pendant 27 ans, j'ai fait des procès en crime organisé? C'est une façon de lâcher votre fou un petit peu? Oui, je pense que oui. Je pense que c'est une façon de revenir à un certain équilibre puis d'être capable parce que c'est un côté qui existe, un côté de moi. J'ai un côté givré. Un côté plus sérieux. Mais ce côté-là de nature, là, ça vient de Mont-Laurier? Vous avez grandi donc en campagne? Ça vient-tu de là? Ça vient de Mont-Laurier, ça vient de Matane. Moi, le bord de l'eau, la nature, je te dirais que c'est comme une impression de revenir à la source, à mes racines. Puis peut-être qu'au fil du temps, n'importe quelle forme de nature est devenue une façon de me poser. Tu sais, ça bouillonne beaucoup dans ma vie. J'ai eu des emplois qui sont très cérébraux, où la tête est impliquée, où il faut prendre des décisions rapidement. J'apprécie ça parce que c'est des défis extraordinaires, mais ça me prend ce contrepoids-là. Donc, travailler de mes mains, être dans la nature, avoir quelque chose qui roule moins rapidement autour de moi pour me permettre de peut-être calmer cette espèce de bouillonnement-là toujours présent. Je pense que c'est une façon. Là, j'essaie d'analyser quelque chose qui est hyper naturel, instinctif, là. Mais oui. Et la chasse, qu'est-ce que vous allez rechercher là-dedans? Mon Dieu, c'est une goutte rose. Moi, j'ai commencé à chasser avec mon père. J'avais 14-15 ans quand j'ai eu mon permis de chasseur, là, le certificat de chasseur que les gens connaissent, ceux qui chassent connaissent. Mais c'était un grand prétexte pour aller prendre des marches dans le bois. Mon père était enseignant, mon père était quelqu'un d'extrêmement intellectuel, autodidacte, qui aimait ça, beaucoup les énigmes, réfléchir, travaillait beaucoup avec sa tête. Et on allait marcher dans le bois. Je ne peux pas dire qu'on ramenait des perdrix bien souvent, là, mais c'était un prétexte pour aller marcher dans le bois puis prendre un contact avec la nature. C'est une façon, je te dirais, de mettre plusieurs passions en même temps, tu sais, d'être capable d'être dans la nature, d'avoir un but, en même temps de bien manger. Il y a plusieurs choses là-dedans. Mais ce que je retrouve là-dedans, c'est puis je te dirais que c'est pas le succès de la chasse. Pour moi, le succès de la chasse, c'est pas nécessairement d'avoir réussi à récolter. Comme cette année? Non, comme cette année. Elle n'est pas terminée. Mais non, c'est pas vrai. Ça s'en vient. Je ne le sais pas encore. Je vous le dirai pas tout de suite. Mais c'est pas nécessairement de récolter. Le processus est aussi important que le résultat. Donc, marcher dans le bois, préparer la chasse, avoir un but, c'est ça qui me... Être des heures à attendre puis à contempler, ça me satisfait grandement, là. Et vous avez parlé de votre père. Et quand on lit sur vous, on se rend compte que l'éducation et l'argumentaire ont occupé une place très importante dans votre vie, n'est-ce pas? Oui. Mon père et ma mère. Mon père, j'en parle peut-être un peu plus parce que ça fait 2 ans qu'il est décédé maintenant, puis j'ai l'impression de voir, peut-être de réaliser encore plus la part qu'il a fait parce qu'il me manque au quotidien dans cette capacité-là d'être capable d'argumenter avec lui. Mon père m'a beaucoup appris à m'exprimer, à argumenter, à plaider mon point, si on veut. Je suis devenue avocate. Mon père était dans la réserve des Forces armées, était commandant des cadets de l'air à Mont-Laurier. Cette rigueur, ce sens de la justice-là,
me vient beaucoup de mon père. Ma mère, elle, c'est plus, je te dirais, le sens de la médiation, de l'empathie. C'est des gens qui se complètent très bien, qui se complétaient très bien. Mais mon côté extrêmement, je dirais, plus rigide ou plus straight que les gens ont connu par la commission, je dirais que c'est plus un peu le côté qui ressemble à mon père, là, même si on a toujours un peu des deux. Ça doit être le fun dans les soupers, de l'argumentaire corsé? Ah oui, oui. On pouvait avoir des arguments épiques sur n'importe quel sujet, puis on est capable d'argumenter. Moi, j'ai la qualité, en tout cas, je pense, d'être capable d'argumenter avec ma tête. Donc, ça ne vient pas me chercher dans l'émotion. Je suis capable d'argumenter. Mon père avait cette capacité-là aussi. Fait que c'était hyper motivant, là, puis stimulant. Fait que c'est quelque chose qui me manque beaucoup, mais qui me vient de lui, effectivement. Beaucoup ce sens aussi là, du respect de l'autre, malgré tout, parce que pas parce qu'on est en désaccord qu'on ne pourrait pas être des bons amis. Mais j'imagine que ça vous sert dans votre quotidien. Oui, vous êtes présidente du Conseil du Trésor, vous êtes en charge des négociations. Donc, ça provient de votre jeunesse, cette habilité-là à négocier. Oui, oui. J'ai négocié, moi, être capable d'utiliser la voiture dès que j'ai eu mon permis de conduire. J'ai négocié être capable de sortir dans les bars au cégep. J'ai négocié avant d'avoir 18 ans. Et là, ce sont vos enfants qui vous négocient? Oui, oui. Ils trouvent ça plus dur. Est-ce qu'ils aiment argumenter comme vous aimiez argumenter? Mon garçon, oui. Mon garçon peut m'argumenter à la vie, à la mort, ce qui devient extrêmement, extrêmement, extrêmement achalant. Donc, je comprends mes parents. On a abordé la question des enfants parce que, je l'ai dit, j'ai eu de la misère à savoir combien vous aviez d'enfants. J'ai cherché sur Internet. On ne les voit pas. Je ne sais pas, moi non plus. Vous l'oubliez, des fois. On ne les voit pas, vos enfants. Pourquoi? C'est délibéré. Ça me vient un peu de mon ancienne vie. Comme procureur de la Couronne, quand les réseaux sociaux sont arrivés, on a eu beaucoup cette conscience-là. Tu sais, moi, je l'ai dit, j'ai été longtemps procureur pour la poursuite où je poursuivais en crime organisé, des gens du crime organisé. Donc, cette notion-là de sécurité, de se protéger, de ne pas trop s'exposer, elle est encore, je te dirais, profondément ancrée en moi, là. J'ai toujours cette espèce de deuxième instinct-là de faire attention, puis donc, par extension, de protéger ma famille. En plus, bien, je te dirais que c'est moi qui ai choisi de faire la politique, pas eux. Donc, exposer ma famille, pour moi, c'est pas naturel. Comme je te dis, ça vient de ma première vie qui voulait qu'on se protège. Puis je le vois avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec la violence qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Je vois pas pourquoi j'exposerais mes enfants à ça, c'est leur choix. D'un autre côté, comme politicien, notre vie personnelle, qui on est dans la vie, est aussi important pour les gens, puis je le comprends. Mais je dirais que c'est un vieux réflexe accumulé en me disant, c'est moi qui ai choisi de faire la politique, c'est moi qui est dans ce domaine-là. Donc, j'essaie d'exposer ma famille, mon conjoint le moins possible, mais en même temps, je veux dire, je ne peux pas complètement les désincarner de ma vie. Puis à partir du moment où on accepte de montrer un peu qu'on est autre chose que porteur d'un dossier ou un politicien, bien, ça vient avec. Vous semblez, en fait, vous avez un parcours où vous ne faites pas beaucoup d'erreurs, dans le sens que vous n'êtes pas souvent dans les nouvelles pour des scandales tant que ça. Ça croise les doigts. Oui. Êtes-vous capable de dire, j'ai fait un moins bon coup, j'ai fait un bon coup depuis 6 ans? Y a-t-il quelque chose qui vous vient en tête que vous referiez différemment? C'est difficile pour moi. Je ne dis pas que c'est pas le cas, là, mais je ne sais pas si je n'ai pas fait d'erreur, ça sera aux gens d'en juger, mais moi, j'avance toujours avec prudence. Est-ce que c'est ma formation de procureur? J'essaie de ne pas m'exprimer quand je n'ai rien à dire. J'essaie de ne pas m'exprimer quand je ne suis pas certaine de la situation, avant d'en connaître tous les tenants aboutissants. Puis c'est un peu contre-intuitif en politique, parce que les politiciens, on est sollicités beaucoup pour que notre opinion soit quasi instantanée. Oui. Je trouve ça dangereux. Vous trouvez ça difficile? Oui. Ça, je trouve ça difficile. Et ça, c'est un très grand conflit entre qui je suis profondément et le rôle que j'occupe présentement. Peut-être moins comme ministre, mais comme politicienne. Les politiciens, on est très sollicités dans l'instantané. Il faut avoir une opinion, surtout de façon immédiate. Le côté intellectuel en vous, doit trouver ça difficile? Je trouve ça extrêmement difficile et j'essaie de lutter contre ça parce que je me dis, c'est pas vrai qu'on peut avoir une opinion sur tout de façon instantanée.
Puis que c'est pas vrai que notre première opinion est toujours la bonne. Mais dans l'œil du public, c'est souvent ça. Oui, je le sais. Et je trouve ça difficile. Si on me demande qu'est-ce que je trouve le plus difficile en politique, je dirais que c'est ça. C'est d'avoir l'obligation de se prononcer sur tout très rapidement. Fait que j'essaie, peut-être que c'est pour ça qu'on juge que je ne fais pas d'erreur, c'est que j'essaie de prendre souvent le plus de recul possible, de me donner le plus souvent, de se donner du temps. Ça ne veut pas dire de prendre 6 jours pour y penser, là. Mais des fois, de prendre le temps de poser mon opinion, puis souvent aussi d'essayer d'aller chercher le plus d'informations possible sur la situation avant de se positionner. Des fois, je pense qu'il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps pour se positionner plutôt que d'être obligé de rectifier son opinion par la suite. Ouais. Mais j'essaie de le faire le plus souvent possible. Et souvent, j'essaie aussi, puis je ne dis pas que c'est possible tout le temps, que quand c'est pas opportun que moi, je me prononce, bien, je laisse les gens qui ont plus de connaissances que moi se prononcer. Vous avez été à l'avant-plan l'année dernière, Sonia Lebel, durant les négociations, vous voyez à toutes les semaines avec M. Legault. Là. Aviez-vous l'impression d'avoir demandé le poids de toute cette grève-là, de tout ce mouvement-là sur les épaules? Oui puis non. C'est pas une ligne que je vais te dire. Ça appartient là, aux syndicats de choisir leur mouvement de grève, mais j'avais la responsabilité de l'impact sur la population. Ça, je l'ai senti, oui, mais j'ai toujours été consciente qu'il faut être deux pour s'entendre. Puis j'ai des leçons que vous avez tirées de ça, personnellement, au niveau personnel? Bien, écouter l'autre, hein, c'est important d'écouter l'autre, mais c'est un peu venu de mon background, je te disais, de mes valeurs aussi avec mon père, puis comment j'ai été élevée, puis comment j'ai mené ma vie, puis ma carrière toute ma vie. Pour moi, d'essayer de comprendre la personne que tu as en face de toi, en l'occurrence les syndicats, c'est pas une preuve de faiblesse. Je pense qu'il faut comprendre. D'un autre côté, je pense qu'il faut être capable de se tenir quand on a la conscience ou la conviction que ce qu'on met de l'avant est bon. Bon, je ne veux pas faire l'ABC de tout. Est-ce qu'on aurait pu éviter de la grève? Je ne sais pas, je ne le pense pas. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux sur certaines choses? Il faudrait que je revoie tout le film en même temps, puis je suis portée à regarder en avant. Mais je pense que c'est important, encore une fois, d'être à l'écoute. Puis c'est ça, la grande leçon qu'on tire de ça, c'est être à l'écoute des gens. Mais être à l'écoute des gens ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord avec eux. Hein? Mais c'est difficile de revenir sur quelque chose. J'ai peut-être pas encore assez de recul, honnêtement, pour... tu vois, là, c'est mon instinct de dire, ça me prend du recul pour être capable d'analyser une situation. Vous avez une influence grandissante là, depuis votre entrée en 2018 et maintenant. Qu'est-ce que la Sonia Lebel de 2024 donnerait comme conseil à la Sonia Lebel de 2018 le soir de son élection? Pense-y à 2 fois avant de t'embarquer. Regrettez-vous? Non, je ne regrette pas. Je regrette pas. Mais c'est une semi-blague dans le sens que je ne m'attendais pas à tout ce qui était devant moi. Puis je pense que c'est correct aussi. Je pense que on peut pas... c'est beaucoup, là, c'est gros. On a vécu des choses avec la pandémie, avec tout ce qu'on vit, que je ne suis pas certaine que si j'avais su ça, mais encore une fois, qu'est-ce que j'aurais fait, je ne sais pas. Je le sens, la responsabilité de cette influence-là. Je pense qu'il faut l'utiliser avec prudence. Avec prudence. Moi, je me suis donné un objectif. Non, c'est pas vrai. 2 objectifs quand je me suis lancée en politique. Être capable de faire bouger l'aiguille sur des enjeux qui, pour moi, sont importants, qui sont tous reliés à la justice, je te dirais. Puis la justice, ça peut être autant au trésor, hein? L'équité, l'intégrité, tout ce qui découle des marchés publics, des contrats, on le voit, là. Puis je ne veux pas être très spécifique, mais pour moi, la justice, c'est pas juste des palais de justice, là, mais ça en est partie. Fait que je suis très consciente, moi, que le gouvernement nous est prêté. Je suis très consciente que la politique, c'est un privilège. Je suis très consciente que les gens vont décider à chaque élection si j'ai le droit de rester ou non, puis ça leur appartient. Fait que je suis très consciente que
il faut faire attention à ce qu'on fait, puis qu'on est fiduciaire, puis qu'on va laisser quelque chose. On est comme dans une grande chaîne où on fait notre bout de chemin. Avez-vous peur que ça arrête un jour? Est-ce que vous y Non, pensez des j'ai fois? pas peur que ça arrête un jour. Non, parce que je suis très consciente que c'est pas éternel. Puis que, par contre, moi, j'aimerais être capable, le jour où ça va arrêter, que ce soit mon choix ou le choix des citoyens, parce que je ne sais pas comment ça va arrêter encore au moment où on se parle, que je puisse regarder mon parcours, puis que j'ai accompli deux choses. La première chose, c'est que j'ai eu le sentiment que sur beaucoup d'enjeux qui me tiennent à cœur, j'ai réussi à faire un pas en avant. Est-ce que c'est un grand pas, un petit pas, c'est pas important pour moi. J'appelle ça faire bouger l'aiguille, tu sais, que j'ai fait bouger l'aiguille, donc que cette influence-là ait servi à quelque chose de positif. Puis ça va être à moi de l'évaluer, puis aux gens aussi, mais à moi d'avoir ce sentiment-là, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire qui apparaissent pas à la surface maintenant, mais qui vont peut-être apparaître dans 10, 15, 20 ans. Fait que moi, il faut que j'aie le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Et l'autre objectif, c'est que j'aimerais ne pas perdre la crédibilité que j'ai. Puis ma crédibilité n'est pas... Je ne parle pas de notoriété. Je fais la grande différence. Mais j'ai bâti toute ma carrière, même avant d'être connue par la commission, sur ma crédibilité, mon intégrité. Puis pour moi, c'est ma monnaie d'échange. Puis pour moi, j'aimerais être capable de ne pas avoir perdu cette crédibilité-là. Puis ça n'a rien à voir avec la notoriété, ça. Rêveriez-vous d'être premier ministre, Mme Lebel? Non. Est-ce que vous aimeriez être premier ministre? Je trouve ça très flatteur quand les gens m'en parlent, OK? Parce que je le prends comme étant un grand compliment. Puis quand les gens m'en parlent, puis me disent ou m'écrivent qu'ils me verraient dans cette position-là, dans leur œil à eux, je le vois comme un très grand compliment. Mais c'est une très grande responsabilité. Et je n'ai pas la prétention, moi, au moment où on se parle, d'aspirer à ça. OK. Mais je vais te dire une chose, ça fait partie de ma personnalité. À la veille de me présenter comme députée, je n'étais pas convaincue que j'allais être députée. Et j'ai jamais fait... J'ai pas été procureure de la Couronne parce que je voulais être juge. J'ai pas fait la commission Charbonneau parce que je voulais avoir une occasion d'être... J'ai pris des mandats puis des dossiers parce que les mandats et les dossiers, tout le long de ma vie, m'ont allumé, m'ont intéressée. Mm-hmm. Je suis devenue candidate parce qu'ils m'ont approchée et ils m'ont permis d'aller travailler avec eux 1 an et demi dans le staff. Moi, je n'étais pas candidate du tout. J'étais allée travailler pour la CAQ. Il était 3e dans les sondages, puis j'étais membre du staff, là. Et j'ai appris à connaître des gens qui m'ont allumée. Puis là, j'ai accepté de me présenter parce que là, hop, ça me plaisait. Donc, j'ai jamais eu cette façon-là de mener ma vie. Fait que est-ce que vous allez aller avec le vent? J'y vais avec le vent, puis j'y vais avec l'instinct. J'ai développé, je pense, tu sais, ça fait quand même, j'ai été procureur 27 ans, là, je veux dire, je suis pas née d'hier non plus. J'ai développé ma façon, moi, d'évaluer les situations, puis mon instinct à moi. Fait que j'accepte les mandats qui me vont. Fait que je ne sais pas, mais je n'ai pas cette ambition-là, je vais le dire comme ça. Et je ne me positionne pas dans ce but-là. Mais la seule chose que je sais présentement puis que j'ai appris, puis là, c'est pas une annonce, là, puis je veux pas que ça parte en vrille, là, mais j'ai appris à ne jamais dire jamais à rien parce que je ne sais pas ce que demain va m'apporter. Mais là, aujourd'hui, ici, maintenant, c'est pas quelque chose qui est dans ma tête. On s'en va dans des questions à rafale. Oui, oh mon Dieu! OK. Est-ce Là, que j'aime mieux le Pepsi ou le 7-Up, non? Non, là, on tombe plus dans le... On est plus dans le ludique. Oui, on est plus dans le ludique. Celle-là, je vous la pose. Je vous l'ai entendu à Pour une fois Télé-Québec avec Patrick Huard. L'emoji que vous utilisez le plus souvent dans votre téléphone? C'est le clin d'œil. Clin d'œil, parfait. Oui. Le politicien qui vous fait le plus rire? Mon Dieu Seigneur, le politicien qui me fait le plus rire... François Legault est extrêmement drôle, mais les gens n'ont pas l'occasion de le voir, mais on le voit à la tribune parlementaire. Tu sais, c'est quoi le souper de la tribune à Québec? Oui. C'est un souper qui est en huis clos, où on fait les chefs font dans l'autodérision, et il a un sens de l'humour extraordinaire. Fait, je dirais que c'est le politicien que je côtoie le plus présentement, et il me fait très rire. Sonia Lebel est une matinale ou une couche tard? J'étais une couche tard, mais maintenant, comme je suis obligée d'être matinale, je veux dire, je ferme les lumières très tôt. Moi, le coucher du soleil, ça me convient très bien. Ouais. Parfait. Ouais. Musique country, musique classique? Country. Ah oui? Oh ouais. Mais le country rock pop un peu, par exemple. Oh, okay. Oui, non, ça, je peux pas me cacher. J'aime beaucoup le classique, là. Mais, oui. Le juron que votre équipe entend le plus souvent sortir de votre bouche, est-ce qu'il se dit à la télé? Non. Mais je sais que pas, moi. Non, ça ne le dit pas à la télé. Madame Lebel, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la prochaine année?
Ah, mon Dieu Seigneur, bien, ce qu'on nous souhaite, ce que je nous souhaite, parce que c'est ce que je me souhaite aussi, c'est que les gens réapprennent à se parler. Je trouve qu'on... Puis là, je fais peut-être référence aux réseaux sociaux. Je pense qu'on a perdu cette capacité-là d'argumenter sans s'insulter, et je fais des généralités, là. Je sais que je fais des généralités, mais est-ce qu'on peut se retrouver tous un peu de sérénité? Je ne demande pas à tout le monde d'être d'accord avec tout le monde, mais je nous souhaite, parce que je me le souhaite, parce que c'est difficile, d'avoir un peu plus de sérénité, puis qu'on s'amuse. Je nous souhaite de s'amuser. Plus difficile d'être politicien maintenant qu'en 2018? Je pense que c'est plus difficile pour tout le monde. Je vois tous ceux qui sont dans le domaine public, politiciens ou non, la critique est facile, la critique est virulente, on critique les gens sur leur apparence physique, on critique les gens à chaque fois qu'on s'expose ou quelqu'un s'expose ou veut exposer une idée. La façon de discuter, j'aimerais qu'on reprenne tout le monde un pas de recul, puis je m'inclus là-dedans, puis qu'on apprenne à discuter. Puis, tu sais, on le voit, hein, l'impatience sur les routes, l'impatience dans les salles de théâtre, on le voit. On le sent qu'il y a comme une impatience sociale. Impatience envers le gouvernement aussi? Envers le gouvernement, mais là, je m'exclus, là, dans le sens politicien, je parle d'être humain. Il y a une impatience entre nous, je pense, d'être humain. J'aimerais ça qu'on reprenne peut-être un peu... plus d'amour. Plus d'amour, puis de bienveillance. Moi, les gens vont dire, mon Dieu, ça sort de sa bouche. Oui, absolument. Puis après ça, bien, au-delà de ça, argumenter, aucun problème. Est-ce que je me souhaite que tout le monde soit d'accord avec moi? La réponse est non. Mais est-ce que je me souhaite de l'espace pour être capable qu'on discute, puis de l'espace pour toutes les opinions? Sonia Lebel, merci beaucoup. Merci.